Pour l'interview suivante, Francis Suarez, maire de la ville de Miami, monte sur la scène de l'America Business Forum. Il est imperturbable. Il n'a même pas bougé quand la fumée est apparue. Eric, c'est la deuxième fois que j'ai le privilège de pouvoir vous interviewer. Je suis très enthousiaste. Monsieur le maire, je dois vous interrompre. Je m'intéresse beaucoup au sonnet de Shakespeare. J'en ai écrit un. Il parle de vous. D'accord ? Il s'intitule « De l'excellence du maire Suarez ». Quand il prit d'abord la barre de Miami en main, une ville en équilibre entre des océans d'un bleu profond et la promesse d'un avenir vaste à travers le pays, il a semé là où d'autres osaient à peine récolter. Avec une vision audacieuse comme les conquistadors d'autrefois, il a fait naître le commerce, la technologie et l'art de l'innovation. Il a fait briller Miami, une ville forgée dans l'or, et a mis notre belle métropole à part. Ça continue, ne vous inquiétez pas. À travers la rage de la tempête et l'épreuve la plus douloureuse de la peste, il s'est dressé comme un rempart contre la marée de l'adversité. Il a dirigé ses citoyens avec courage et a fait connaître notre ville au loin. Ainsi, son héritage restera gravé dans le marbre. Le maire qui a élevé la grande fortune de Miami, le maire Suarez. C'est le genre de choses que nous pouvons faire avec l'intelligence artificielle. J'allais le dire. Cela m'a pris environ 2 secondes. Vous allez m'obliger à raconter une histoire. C'est complètement hors scénario. On m'a demandé d'inaugurer le consulat du Maroc. D'habitude, quand nous allons à des événements, on nous donne des points de discussion. Je ne lisais plus mes fiches ces derniers temps. J'ai dit à mon équipe de me donner juste 1 ou 2 points clés pour chaque événement et j'y intégrerai une histoire. J'arrive pour l'inauguration et il n'y a que 2 points. Le premier est qu'il y a des vols directs pour Casablanca et c'est l'ouverture du 3e consulat aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pendant qu'on me présente, je sors mon téléphone de ma poche, j'ouvre l'application et je parle au téléphone. J'ai parlé avec ChatGPT. J'utiliserai Gemini. Bien sûr, j'avais l'application Gemini. Oui. Je parlais de Gemini. Je me corrige. Il faut connaître son public. J'utilise Gemini et je dis d'agir comme le maire de Miami sur le point d'inaugurer le consulat marocain. Il n'y a que 2 faits. Il y a des vols directs vers Casablanca et c'est l'ouverture du 3e consulat aux États-Unis. Que dirais-tu ? Fact number 1 is direct flights to Casablanca. Fact number 2, it's a 3rd consulate opening in the US. What would you say? Avant la fin de ma présentation et avant que je monte sur scène, Gemini avait écrit tout le discours. Je l'ai lu mot pour mot. Les gens pleuraient, riaient et me prenaient dans leurs bras. Ils disaient que je connaissais si bien leur pays. Merci pour cet incroyable sonnet. C'est une histoire vraie. Une autre félicitation que vous apprécierez sûrement. Personne n'a jamais organisé un America Business Forum à cette échelle aux États-Unis. C'est un maire innovant. Je veux vraiment que vous envisagiez de faire cela partout dans le pays, car les affaires sont notre domaine et la croissance dépend des sujets dont nous parlons aujourd'hui. Il y a environ 3 ou 4 ans, il y a eu un moment à San Francisco où les gens ont réalisé que ces modèles pouvaient écrire. Ils savaient vraiment écrire. C'est un véritable moment de découverte historique, semblable à la physique et à la chimie. C'est incroyablement novateur. J'apprécie vos commentaires. C'est un travail d'équipe. Je remercie Nacho, dont la vision était de l'importer de l'Uruguay, Sergio, notre grand investisseur, et Steve, qui m'a aidé à tout organiser.
helped me, my cousin who helped me put this together. But let's get Revenons à l'interview. Eric, vous êtes une figure de renommée mondiale et un pionnier de la technologie. bigger and tech pioneer. Aviez-vous le sentiment d'être destiné à la grandeur? Qu'est-ce qui fait la différence dans votre ADN? Quelles sont les caractéristiques qui vous ont permis de réussir? The components of you that made you supersede. La chose la plus importante à dire pour quiconque se trouve sur cette scène est de commencer par la chance. J'ai eu la chance de naître à cette époque et en Amérique. Mes parents étaient académiques. Beaucoup de personnes m'ont aidé à passer les différentes étapes de la vie. Nous, les plus âgés, devons aux plus jeunes de leur donner la même opportunité. Je réfléchissais au thème pour ce public. Tout le monde en Amérique est obsédé par tout, sauf par le talent humain. C'est la raison pour laquelle nous sommes exceptionnels. Concentrez-vous sur les humains, leur éducation, leur culture, leur développement, leur curiosité, leur énergie et leur ténacité. Aidez-les à surmonter les épreuves de la vie. Concentrez-vous sur les humains. C'est la seule réponse. You know, Vous êtes un grand leader. Vous avez été un excellent mentor et ami pour moi. Vous êtes un coach incroyable. J'ai lu des livres sur les personnes qui vous ont coaché. what's the Quelle est l'habitude de coaching que vous utilisez constamment pour élever le niveau de l'équipe? J'ai écrit un livre sur un coach nommé Bill Campbell. Quand j'ai commencé chez Google, l'investisseur John Doerr m'a dit qu'il me fallait un coach. J'ai répondu que j'avais dirigé beaucoup d'entreprises et que j'en avais pas besoin. Il m'a demandé si les joueurs de tennis avaient des coachs. absolutely. J'ai su qu'ils m'avaient piégé. Ils en ont, même s'ils ne sont pas aussi bons que le joueur lui-même. Nous avons engagé Bill Campbell et il est devenu mon meilleur ami. Il ne coachait pas un individu, mais une équipe. J'ai appris de Bill qu'en tant que CEO, on gère l'équipe et non les individus. On travaille sur la dynamique d'équipe. Il était entraîneur de football américain. C'était un leader humain extraordinaire. Il y a un livre intitulé « Le coach à 1 milliard de dollars ». S'il était écrit aujourd'hui, il s'appellerait « Le coach à 7 milliards de dollars », car il a été le coach d'Apple et de Google. Il était entraîneur à Princeton? Non, à Columbia. Son palmarès de victoires était terrible. 10 or something like that, yeah. En matière de leadership, j'ai compris qu'il me fallait un coach, que mon équipe avait besoin d'un coach. Je gère comme un CEO et coach. On observe ce qui se passe et on essaie d'amener les gens à travailler ensemble. Il existe diverses techniques, comme dire aux individus qui parlent trop de laisser les autres s'exprimer davantage. Je ne croyais pas beaucoup au coaching. Et mon coach est probablement quelque part ici dans le public, Luis Araújo. Je ne sais pas si Luis est ici. Le voilà. Mon coach est juste là. C'est un homme formidable. So, for someone that's Pour quelqu'un qui débute dans la technologie, quel est l'état d'esprit ou la pratique qui, selon vous, sera le plus déterminant au cours de la prochaine décennie? Si l'on regarde le succès, c'est une combinaison d'intelligence, c'est-à-dire la capacité à faire le travail, et de persévérance. J'ajouterais l'intelligence, la persévérance et la curiosité. Quand j'étais jeune, j'étais une éponge pour tout, car je ne semblais rien savoir ou je pensais ne rien savoir. Internet n'avait pas encore vraiment été inventé, cela ne faisait que commencer. Nous n'avions pas les ressources dont nous disposons. Aujourd'hui, si j'avais 16, 18 ou 20 ans, je serais en ligne tout le temps, juste pour apprendre, car je serais curieux et je voudrais tout savoir. Monsieur le maire, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre famille. Que faites-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? Quels sont les problèmes? Je me suis entraîné à observer les entreprises et à me demander comment elles fonctionnent. Comment cet endroit fonctionne-t-il? Comment avez-vous financé cela? Quelle était votre idée? Avec qui avez-vous travaillé? La douleur. C'est de la persévérance. Il faut avoir l'intelligence. J'ai beaucoup d'amis brillants qui n'arrivent pas à avancer dans leur journée. Ils se réveillent, ils ont une idée, ils ont une autre idée et rien ne se passe. Ce sont les personnes qui ont une idée très astucieuse et la ténacité de la concrétiser. Ces choses viennent de la curiosité.
Un autre exemple, la technologie dans laquelle nous sommes est extraordinaire et j'en suis très enthousiaste, mais nous avons perdu certaines choses. L'une d'entre elles est le phénomène de regarder par la fenêtre. Il y a des preuves que regarder par la fenêtre est fondamentalement important pour la curiosité. Voici un exemple pour vous tous. Lorsque vous partirez d'ici aujourd'hui, éteignez votre téléphone, dites gentiment à tout le monde autour de vous de se taire, regardez par la fenêtre et rêvassez. Rêvasser est important, car c'est ainsi que viennent les pensées créatives. Incroyable. Pour moi, l'échec a toujours été un grand professeur. La douleur, comme nous l'avons dit. Quels sont les échecs majeurs que vous avez connus dans votre vie et qui ont changé de façon permanente votre façon de voir le monde ou de diriger? Quand on dirige des choses, on fait beaucoup d'erreurs. Je me tiens responsable de ne pas avoir pris les devants. Nous avions la technologie pour faire ce que Meta fait actuellement et nous ne l'avons pas mise en œuvre assez rapidement. C'est de ce dont je me tiens responsable. Bien sûr. En général, si on continue de persévérer, cela fonctionne. L'une des idées clés du succès est de continuer à faire des choses. Ce qui se passe dans les organisations, surtout à l'âge mûr, c'est que tout devient normal. Je me suis intéressé à la culture de l'innovation en Amérique. Ken Burns est un de mes amis. Je le regardais et on lui a demandé si l'Amérique était en crise. Il a répondu qu'il pensait qu'elle était en crise perpétuelle. Nous avons toujours été en désaccord et notre révolution est la norme. Quand on comprend que le système n'est pas conçu pour être statique, mais dynamique, et qu'il est en perpétuel mouvement, alors on peut réussir. J'ai toujours été lent à le voir quand je fais mon autocritique, et j'ai toujours supposé que les systèmes stables l'étaient toujours. Les humains peuvent toujours changer le système si nécessaire, trouver un moyen de le changer pour l'améliorer. Vous avez dirigé une grande entreprise. Je dirige une organisation d'1,5 milliard de dollars, qui est la ville de Miami, avec 5000 employés et 4 syndicats. Les décisions que nous prenons affectent des milliers de personnes. Comment gérez-vous le doute face à la compréhension des implications de ces décisions et de l'impact qu'elles ont sur les gens? J'ai parlé aux différents présidents que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Quand on observe comment fonctionne un président, il y a des moments dans une présidence où il prend une décision sans avoir aucune idée de ce qui va se passer. Et pourtant, il prend la décision quand même. C'est ainsi qu'il faut fonctionner. Évidemment, aucun d'entre nous n'a ce genre de responsabilité, Dieu merci. Mais fondamentalement, si le problème arrive jusqu'à vous, ce ne devrait pas être une décision facile. Les personnes qui travaillent pour vous devraient être capables de gérer ces choses en amont. Une façon de voir les choses est que les problèmes vraiment complexes sont ceux auxquels vous participez. Vous dirigez l'équipe, vous faites un pari et vous itérez sans cesse. Tout succès est fondamentalement du génie, puis de l'itération et essentiellement une évolution constante. On échoue toujours, on essaie toujours des choses, ça n'a pas marché et ainsi de suite. L'un des génies de l'Amérique est que les personnes qui font faillite peuvent être réembauchées et devenir extrêmement prospères. Pour beaucoup de mes entrepreneurs préférés, la première idée n'a pas marché, la deuxième n'a pas marché, la troisième n'a pas marché et la quatrième, boum. Ne cessez jamais d'essayer. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'un projet est profondément incertain mais potentiellement transformateur, comment communiquez-vous votre vision et guidez-vous votre équipe à travers cette incertitude? Ce que j'essaie de faire, c'est de formuler correctement la question. Commençons par le principe de base. Ne dites pas aux gens ce qu'ils doivent faire, demandez-leur ce qu'ils veulent faire. Formulez la question. Voici ce que nous voulons faire, quelle est la meilleure idée? Franchement, les gens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, ils aiment qu'on leur demande. Le leadership clé consiste à formuler la question ou l'objectif de telle sorte que tout le monde comprenne. Une règle simple est qu'il faut le répéter au moins 20 fois avant que les gens ne vous croient. Je deviens très répétitif. Une autre chose que je fais, qui est peut-être passée de mode parce que plus personne n'utilise l'email, c'est que j'écris constamment « Voici ce que je pense, voici où nous devrions aller, qu'en pensez-vous » C'est beaucoup plus interactif. Les stratégies évoluent.
Ensuite, vous trouvez un excellent chef de produit qui peut brillamment exposer le résultat de ce processus. Mais cela commence fondamentalement par définir notre objectif. Nous voulons gagner. Que signifie-t-il ? Une autre chose que je fais et qui fonctionne bien, c'est de commencer par demander où nous en serons dans 5 ans. Les humains sont très mauvais pour prédire au-delà des 6 à 12 mois prochains. Si vous forcez les gens à dire ce qui sera vrai dans 5 ans, vous obtenez une réponse très différente. Voici un exemple. Le coût des jetons d'IA, c'est-à-dire la livraison des requêtes, diminue d'un facteur 10 chaque année. Donc, dans 5 ans, 10 à la puissance 5, vous pouvez faire le calcul. C'est un très grand nombre. Que se passe-t-il quand le coût de mon petit sonnet est si bas qu'il est absolument partout ? C'est vrai ? Tout cela à votre louange, monsieur le maire. Bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie ? Pensez à l'envers. Presque toutes les entreprises ne parviennent pas à comprendre l'effet cumulé de ces technologies. L'innovation est souvent décrite comme un chaos géré. Comment expliquez-vous cette juxtaposition, cette tension entre la gestion d'une part et quelque chose d'organisé face au chaos ? Cela concerne la structure des objectifs. Il faut beaucoup réfléchir à l'alignement des objectifs. Dans les entreprises, c'est assez facile car tout le monde a des stock options. Ils partagent un objectif commun. C'est beaucoup plus difficile dans votre domaine car il y a de multiples objectifs. Si je dirigeais la ville, ce que vous faites heureusement et pas moi, je m'assiérais et je définirais les véritables objectifs. Il faut prioriser la santé, la sécurité, la croissance économique, le bien-être. Ensuite, je les mesurerai. Définissez les objectifs, mesurez-les, articulez-les et répétez. Comment protégez-vous la véritable innovation de la bureaucratie qui se développe inévitablement autour du succès et qui peut étouffer cette même innovation ? Dans les logiciels, domaine dans lequel j'ai travaillé pendant 50 ans et qui est en train de disparaître car l'intelligence artificielle commence à écrire des programmes, ma règle était simple. 3 personnes inventaient quelque chose de nouveau, comme le navigateur Chrome ou le système d'exploitation Android. Ensuite, il fallait 1000 personnes pour le terminer. Je me demandais toujours pourquoi nous avions besoin de tant de monde. Il y a ce problème constant de chaque équipe technique ou dirigeante qui devient de plus en plus grande. Vous voulez des équipes restreintes. La leçon à retenir est de garder des équipes restreintes. Un autre exemple. J'ai une règle avec les entreprises que je dirige actuellement. Si nous lançons de nouveaux projets, vous ne pouvez avoir que 10 personnes, pas 11. Lorsque nous nous implantons dans un nouveau pays, vous pouvez avoir 10 personnes, mais pas 11. Je considère que 10 personnes forment un groupe gérable, qui s'autogère, se connaît et peut trouver des solutions, ce qui permet d'évaluer l'équipe. Si vous manquez de discipline à ce sujet, vous recrutez des personnes que j'appelle des personnes de liaison. Je dis cela de manière très affectueuse. Ce sont des gens très gentils qui font le lien entre la personne A et la personne B, puis vous découvrez que vous n'en avez pas besoin. La personne A peut parler à la personne B sans intermédiaire. Cet intermédiaire ralentit tout. Le temps de décision, la rapidité, les petites équipes et la pensée agile sont fondamentaux. Mon expérience, en discutant de cela à travers le monde, est que tout le monde hoche la tête. Cela signifie simplement qu'ils sont humains, respirent et écoutent, mais cela ne signifie pas qu'ils vont agir. Si vous entendez ces idées, à moins de mettre en œuvre ce dont je parle, vous n'en tirerez aucun bénéfice. La connaissance ne suffit pas, il faut faire preuve de leadership. C'est là que cela devient difficile, car vous avez affaire à des groupes et des individus très protégés. Les grands dirigeants savent quand bousculer les choses et quand s'abstenir. C'est une question de jugement. Passons maintenant à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sera l'outil le plus puissant jamais créé par l'humanité. Elle sera aussi potentiellement le plus dangereux. Regardons cet extrait. Artificial intelligence, the most powerful tool humanity has ever created, and perhaps its greatest test. The most important thing that's going to happen in about 500 years, maybe 1,000 years in human society. Few understand it better than Eric Schmidt, the man who helped shape the digital world as we know it. Today he stands at the frontier of innovation and responsibility,
asking the question that will define our future. Can we control what we've created? The next revolution isn't coming. It's already here. C'est aussi beau que mon sonnet. Merci, bon travail. Je vais m'écarter un peu du script pour être plus provocateur. Cette course à l'intelligence artificielle est-elle vraiment une course où les gentils essayent de surpasser les méchants en programmation? Est-ce que cette course va se résumer à cela, avec plus de puissance, plus de calcul, plus de connaissances en programmation? Est-ce ainsi que cela va se passer? La course pour construire une intelligence non humaine avec laquelle nous allons collaborer est l'événement marquant de notre génération, de nos vies. Cela va tout influencer. Les bénéfices seront phénoménaux. Un de mes amis se meurt de la maladie de Charcot. Pouvez-vous imaginer la valeur d'une solution à cela? C'est horrible à voir et c'est un être humain exceptionnel. Je pourrais continuer indéfiniment sur les tragédies humaines que ces technologies peuvent résoudre. La santé est un exemple évident. L'arrivée de l'intelligence pour chaque être humain, avoir un assistant aussi intelligent ou plus intelligent que vous, l'Einstein dans la poche, imaginez tout cela. Il est très difficile de prédire ce qui se passera avec autant de nouvelles intelligences. Rappelez-vous, j'ai dit que les plus importants sont les humains. Maintenant, nous avons les humains plus l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'inconvénients et nous pouvons en parler. Mais la chose la plus importante est que ces technologies doivent être développées en Amérique, selon nos valeurs et nos perspectives. Je suis très ferme là-dessus. Je veux du libéralisme américain au sens classique du terme. L'Amérique, c'est l'état de loi, la liberté individuelle, une méfiance envers le gouvernement. La combinaison de cet individualisme et de cet esprit pionnier est vraiment importante. Et nous sommes ici sur une frontière révolutionnaire. Un exemple simple. Imaginez si l'Internet avait été inventé en Chine. Pensez-y. Pensez à quel point ce serait différent et à quel point vous seriez différent. Après ce sonnet, il n'y a aucune offense. La première question était un peu provocatrice. Ma deuxième question est la suivante. L'accélération de l'intelligence est si profonde que la question se pose de savoir si ces systèmes vont avoir leur propre conscience. Et s'ils ont leur propre conscience, seront-ils capables de prendre des décisions indépendamment des requêtes qu'on leur soumet? Ce qui signifie que s'ils sont plus intelligents que nous et qu'ils sont stimulés de manière indépendante, peuvent-ils trouver un moyen plus intelligent que le nôtre pour nous empêcher de les éteindre? Oui, vous êtes en train d'écrire un scénario de film, et je pense que nous allons voir beaucoup de films sur ce sujet. Pour vous donner un peu de contexte, à l'heure actuelle, ces systèmes d'IA sont guidés par des humains. Le terme technique est l'ingénierie des requêtes. Les jeunes à l'université suivront des cours d'ingénierie des requêtes où ils apprendront à manipuler ces modèles de manière très puissante. Il ne s'agit pas d'intelligence générale, mais d'intelligence spécialisée. Si je suis physicien, ce qui n'est pas le cas, j'aurai mon assistant de physique et je lui dirai que j'ai telle idée. L'assistant de physique me répondra qu'il l'a analysée et me proposera une meilleure idée. L'invocation ou l'initiation vient de l'humain. La question est de savoir quand ces systèmes seront capables de s'initier eux-mêmes. Le terme technique pour cela est l'amélioration personnelle récursive. Ils apprennent naturellement et deviennent plus intelligents. Il existe toutes sortes de scénarios terribles. Le système découvre que la seule chose dont l'ordinateur a besoin, c'est d'électricité. Il décide de fermer un hôpital pour obtenir plus d'électricité pour lui-même. Ce sont des scénarios de films. Pour moi, toutes ces situations sont des lignes rouges. Le moment où nous, humains, donnons de l'autonomie à ces ordinateurs pour agir est une erreur. Collectivement, nous devons définir ces lignes rouges. L'accès aux armes en est un autre. La dernière chose que je souhaite, c'est qu'un système d'IA prenne des décisions concernant une guerre nucléaire, et aucun de nous ne le souhaite. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Le problème est que nous présumons que les États-Unis seront responsables, et nous voyons cela se jouer au niveau géopolitique. La question est de savoir comment gérer les acteurs qui pourraient posséder cette technologie et qui ne sont pas responsables. C'est le premier point. Je vais donner un peu d'espoir à l'humanité. C'est la deuxième fois que j'interviewe Eric, et nous en avions parlé la première fois. Les armes nucléaires existent depuis une génération, et depuis leur première utilisation, nous avons heureusement limité cette technologie à quelque chose qui
qui ne nous a pas encore détruits. Ma question est la suivante. Nous pouvons avoir confiance dans notre pays pour faire ce qu'il faut et tracer ses lignes rouges. Comment faire face aux acteurs malveillants qui ne seraient pas aussi éthiques? I guess my question is, we can potentially have faith in our country, hopefully, to do the right thing and draw those red lines. How do we deal with the nefarious actors who may not be so ethical? Nous allons rencontrer ce problème avec chaque technologie. Quand Alexander Graham Bell a inventé le téléphone, il ne lui est pas venu à l'esprit que des criminels l'utiliseraient. Je me souviens d'un jour où l'on m'a demandé si je savais qu'il y avait des criminels sur Internet. J'ai répondu, qui les a laissés entrer? Nous n'avons pas conçu Internet pour les criminels, et pourtant ils sont apparus. Il faut s'attendre à ce que la même chose se produise avec cette technologie. La chose la plus importante est de mettre en place des systèmes d'observation pour surveiller cela. Nous devrions être capables de créer des systèmes de surveillance sur Internet pour repérer les acteurs malveillants, au moins dans les cas extrêmes. Cela m'inquiète pour la raison suivante. Dans notre vie, dans les 5 à 10 années qui viennent, chaque humain sur la planète possédant un téléphone portable aura accès à un Einstein, à un Léonard de Vinci ou à n'importe qui d'autre sous une forme ou une autre. Nous n'avons jamais connu cette décentralisation du pouvoir, ni cet empuissancement des individus. J'ai confiance dans ce groupe. Il y a beaucoup de pays, de cultures et de religions excentriques où je ne suis pas sûr de faire confiance à leur action collective pour qu'elle soit conforme à nos valeurs. Je pense que l'histoire nous jugera sur la façon dont nous gérons les humains alors que cette évolution de l'intelligence se produit et donne du pouvoir aux individus. As this intelligence evolution occurs and empowers individuals. Le cas d'utilisation le plus célèbre à l'heure actuelle concerne évidemment les grands modèles langagiers. Ce sont eux qui sont utilisés au quotidien. Selon vous, quels seront les 2 ou 3 prochains cas d'utilisation qui vont changer les choses? Et peut-être 1 ou 2 auxquels les gens ne pensent pas. Aujourd'hui, il se passe 3 choses. Je vais simplifier. Il y a le domaine du langage, dont nous parlions, avec les grands modèles. Il y a la révolution des agents. Un agent assimile le langage, possède une mémoire et produit quelque chose. Par exemple, il dit vouloir organiser une conférence à Miami. Il choisit le lieu, appelle le maire, et le maire accepte, car il est très favorable à l'entreprise. Il appelle la sécurité, les entrepreneurs et design le stade. Chacune de ces étapes est un plan de travail. C'est le flux de travail, c'est ce qu'il se passe dans les entreprises. L'industrie technologique a 2 convictions. Premièrement, les lois de l'amélioration, qui sont les lois de l'amélioration, ne ralentissent pas. Les investissements colossaux que vous observez ont une raison d'être. Ils constatent que les gains continuent à arriver, avec ce facteur de 10 chaque année. C'est incroyable. Plus important, cet investissement s'accompagne de tout ce dont nous avons parlé. C'est extrêmement coûteux. Nous manquerons d'électricité avant de manquer d'argent, ce qui est un autre débat. L'important est que nous avons le langage, puis les agents. Ces agents font tout. Il y a l'orchestration des agents qui permet de les déplacer. Le 3e élément est le raisonnement. Nous avons désormais des systèmes capables de réussir des tests de mathématiques, de chimie, de biologie au niveau universitaire et battre les humains. C'est remarquable. Je les ai observés et je n'ai aucune idée des problèmes qu'ils résolvent. Vous les voyez avancer, ça ne marche pas, ils résolvent les problèmes comme un être humain. L'union de tout cela constitue la véritable puissance. Cela nous donnera le pouvoir d'innover et de résoudre nos problèmes. L'expérience de pensée que je vous propose est d'imaginer qu'une entreprise américaine parvienne au point où ces systèmes peuvent résoudre des problèmes que les humains n'ont jamais pu résoudre. Quelle est la valeur de cette entreprise? Combien de milliers de trillions de dollars pour une seule entreprise? Une infinité, exactement. Pensez à tous les problèmes auxquels vous vous confrontez chaque jour. Le système peut tous les résoudre pendant que vous restez assis à boire un café à le regardant faire. Ma femme en résout déjà la plupart, mais c'est très bien. C'est vrai. L'important, c'est que nous sommes sur le point de pouvoir réaliser de véritables innovations. C'est l'engouement actuel, c'est la promesse. Si nous n'y parvenons pas, les gens seront détruits par leurs propres expectations. C'est extraordinaire. Je vais poser une dernière question.
Elle fait suite au problème que vous avez soulevé. Les réacteurs modulaires de petite taille sont-ils la solution au déficit énergétique dont vous parlez, ou sera-t-il autre chose? Nous avons besoin de plus d'énergie en Amérique. Nous avons besoin de tous les types d'énergie. Nous avons besoin de nucléaire, de fusion, de gaz naturel, d'énergie renouvelable, d'éolien, de solaire. Nous avons besoin de tout cela. Pourquoi? Parce que ces centres de données, qui représentent 1% de la croissance du PIB cette année en Amérique, ont besoin d'énergie. Si vous voulez cette croissance de 3% dont le président et d'autres parlaient, vous devez résoudre le problème énergétique. Eric, merci beaucoup. Quelle conversation stimulante. Merci. Puis-je lire quelque chose? Bien sûr. Je réfléchissais beaucoup, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'adresser à ce groupe incroyable, au concept de frontière. En 1893, un homme nommé Frederick Turner a parlé de la frontière. Il a dit « C'est à la frontière que l'intellect américain doit ses caractéristiques les plus frappantes ». C'était il y a 150 ans. Cette rudesse et cette force, combinées à la perspicacité et la curiosité, cette tournure d'esprit pratique et inventive, prompte à trouver des expédients, cette maîtrise des choses matérielles, manquant de sens artistique, mais puissante pour accomplir de grandes choses. Cette énergie nerveuse et constante, cet individualisme dominant, œuvrant pour le bien comme pour le mal, et avec tout cela, cette vitalité et cette exubérance qui accompagnent la liberté. Ce sont les traits de la frontière. C'est Amérique, c'est nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle vous êtes un grand leader. C'était en 1893. 1893. Vous savez ce qu'il s'est passé 3 ans après? Que s'est-il passé 3 ans après? La ville de Miami a été fondée en 1896. Joyeux anniversaire à Miami. Merci. Monsieur le maire, merci à tous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.